Il est temps de te parler de cette Creality K2 Pro Combo. Et avant de te montrer les impressions réalisées avec, eh bien, on va faire comme d'habitude, on va faire un tour du propriétaire. À l'heure où je fais cette vidéo, je ne sais pas du tout si elle va être longue, si elle va être courte, si elle va être moyenne, bon, peu importe. J'essaie toujours de donner des vidéos un peu plus détaillées. Celle-ci, je vais essayer de la faire légèrement plus courte que celle que je fais auparavant. Mais dans tous les cas, si tu veux voir juste la conclusion, va à la conclusion. Si tu veux avoir une information très détaillée, ben, regarde-la jusqu'au bout ou en plusieurs séquences. Et il y a plein de choses que j'ai déjà présentées 1000 fois sur les autres vidéos des gammes Creality, donc la K2+, ou la K2, que tu pourras aller visionner à nouveau. Et bien entendu, si tu passes par là, bah, balance un petit plus vers le haut ou mets un petit commentaire, c'est quand même encourageant. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir un meilleur référencement sur YouTube. C'est ce qui me permet aussi de pouvoir aussi te faire des tutos. Je t'ai fait pas mal de tutos sur comment décréer des disques vinyles. Je t'ai fait des tutos pour savoir comment on va éviter de faire du gaspillage sur les imprimantes. Et bien ça, c'est grâce au référencement et c'est grâce à un commentaire et les pouces vers les hauts. Et pour ceux qui se poseraient des questions sur le type de filament que l'on va pouvoir imprimer avec ce type de bécane, oui, classiquement du PLA, bien entendu du PETG, mais aussi des filaments dits très techniques. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on va avoir une enceinte que l'on peut chauffer. Déjà, pour parler du volume d'impression, on est sur un format dit de 300 par 300 sur 300, donc un gros tube. Pour l'encombrement, sur le principe, on pourrait se dire qu'elle n'est pas très profonde parce qu'elle fait 46, mais il va falloir anticiper le fait que derrière, il faudra bien entendu mettre un évacuateur pour les déchets, donc prévoit à peu près les 10 à 15 cm supplémentaires sur la profondeur. Pour ce qui est de la hauteur, pareil, on pourrait se dire qu'on est environ à 60 cm, néanmoins, soit tu as une étagère en dessus pour pouvoir placer les CFS, sinon il faudra déposer le CFS dessus, voire même faire une petite extension pour pouvoir retirer facilement le capot qui est en verre sur le dessus. Et il va falloir partir du principe que les CFS aussi, il va falloir pouvoir les ouvrir, donc mine de rien, pour la hauteur, il faudra quand même beaucoup de volume. Et pour ce qui est de la largeur, on est sur environ pareil, 45, mais si tu utilises un porte-bobine extérieur de façon individuelle pour pouvoir placer tes filaments, eh ben, il va falloir prévoir aussi à peu près 30 cm de plus. Sur le devant, ils ont fait le choix d'une porte vitrée et idem sur le dessus. Sur le devant, on va retrouver le même écran tactile que l'on avait sur sa grande sœur, donc la K2+, combo. Et d'ailleurs, ils ont utilisé le même type d'écran pour sa petite sœur qui est la K2. Pour le format, il est confortable. Je t'avais montré sur d'autres vidéos qu'il est particulièrement réactif. Et l'idée, c'est que on essaye aussi de regarder entre le moment où tu lui donnes une information et le moment où il envoie l'information auprès de la carte mère pour qu'il y ait la fonction qui se passe. Là aussi, il est réactif. Dans la version combo, ça veut dire qu'elle est multicolore parce qu'elle est livrée avec un CFS, mais tu peux aussi l'utiliser et l'acheter dans un format simple, ça veut dire sans le multicolore. Ce qui veut dire qu'elle est pensée pour pouvoir faire du multicolore, donc on va se retrouver avec ce type de système sur lequel on va générer des changements de couleur, donc des purges. Donc, ton imprimante va faire venir un premier filament, ensuite elle va venir couper avec cette pointe qui est ici, comme ceci, pour pouvoir avoir une action sur un cutter qui coupe ton filament. Elle se redéplace sur l'arrière, elle va purger l'ancienne couleur, elle va amener la nouvelle couleur. Ensuite, on a ce système qui est ici pour pouvoir venir, pas racler sur la buse, mais frotter légèrement pour pouvoir faire tomber les déchets à l'intérieur, juste ici. Et la buse va venir frotter pour pouvoir être nettoyée avec ce silicone. Ce sont des imprimantes dites à haute vitesse, donc on a besoin de ventiler, de souffler sur le filament en sortie de buse. Ça veut dire qu'on va avoir différents types de technologies pour pouvoir souffler. Donc on va d'abord regarder celle que l'on a ici. Donc on a un ventilateur qui est ici, qui va pousser et qui va refroidir en sortie de buse. Et tu vas avoir l'énorme ventilo qui est de ce côté-ci, qui prendra le relais souvent à partir de la deuxième ou la troisième couche, parce qu'on évite de souffler trop fort sur les premières couches pour avoir une bonne tenue sur le plateau. Ce que l'on va pouvoir remarquer sur la partie haute, on va avoir un rail linéaire ici, pour pouvoir exercer ce type de mouvement. Pour les autres mouvements, dans les autres déplacements, on est classiquement sur des systèmes avec des tiges, avec des roulements.
et un système de courroie. Pour ce qui est du déplacement en Z, donc de haut en bas, on va avoir 2 tiges de chaque côté. Ensuite, ce que tu vois ici, c'est ce qu'on appelle une vis sans fin, et on en a une de chaque côté. Sur certaines imprimantes, des fois, on a une seule vis sans fin, avec un système de tiges, et des fois, un seul moteur pas à pas qui va commander l'ensemble. Ici, on a quelque chose qui est plutôt bien pensé, et qui va être, pareil, efficace. Et je t'avais montré sur la version K2, sur lequel ils avaient fait l'économie de cette partie, de cette tige qui était métallique, en mettant un petit quelque chose qui était en plastique. Sur celle-ci, on est sur une version métallique. Ce qui veut dire, c'est qu'on n'a pas de jeu du tout au niveau des tiges filetées qui sont ici. Et ensuite, pour ce qui est de l'intérieur, de ce côté-ci, on va retrouver un filtre à charbon actif pour pouvoir filtrer les particules lorsque tu fais des filaments, surtout quand tu fais des filaments techniques. Et la partie basse que tu vois ici, c'est ce qu'on appelle un chauffage, pour pouvoir chauffer l'enclos. Pourquoi? Parce qu'avec certains filaments techniques, on a besoin de maintenir une température intérieure qui est au-delà des 50 degrés. Donc ça va être important d'avoir ce type de système. Alors après, on n'utilise pas tous les jours des filaments techniques. Néanmoins, vu qu'elle peut le faire, ça peut être intéressant de tester aussi des filaments très techniques avec des fibres à l'intérieur. Ce que l'on voit sur le fond là-bas, c'est la sonde de température pour la partie intérieure. On va regarder l'emplacement de la caméra, donc ils l'ont placée comme ceci sur la droite. C'est une caméra avec une partie d'intelligence artificielle, ça veut dire que si tu as des spaghettis, si tu as des défauts, elle va essayer d'observer ce qui se passe pour pouvoir t'envoyer une notification et souvent mettre l'imprimante en pause. Bon alors, que ce soit clair, dans l'esprit, ça a le mérite d'exister. En termes d'efficacité, que ce soit elle ou ses consoeurs, même ses consoeurs qui sont de très grandes marques, très régulièrement, elle ne voit pas les fails, elle ne voit pas les défauts, ou alors elle va t'envoyer des informations qui sont souvent erronées, c'est pas super au point. Pour notre tête qui est ici, on se retrouve avec les mêmes types de technologies que l'on avait sur sa grande sœur qui était la Cadeau Plus. On a pu voir que l'on peut retirer extrêmement facilement le capot qui est devant pour pouvoir faire la maintenance, ça peut être important. Des fois et très régulièrement, les systèmes de ventilateurs sont sur cette partie-là, ce qui veut dire que quand tu le déplaces, tu te retrouves avec un petit fil qui te gêne, il faut arriver à passer le capot sur le côté pour pouvoir accéder à la maintenance ici. On est sur un système dit à changement de buse rapide de type unicorn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici on a notre bloc de chauffe avec un silicone qui est posé dessus, avec de la céramique dessous pour pouvoir avoir une meilleure rapidité et efficacité de la chauffe. Ensuite, on a la partie radiateur qui est sur le dessus et on a une buse qui est particulièrement longue. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ceci, les buses unicorn. Donc on voit que on est vraiment sur des grandes buses avec la partie qui est en haut qui est pour pouvoir faire le refroidissement et la partie en bas qui est ici avec la partie filetée qui est de ce côté-ci, c'est là où on a le corps de chauffe. Et pour te montrer en termes d'évolution, ça c'est le type de buse que l'on avait sur les versions K1 Max et je crois K1C, etc., qui était une vraie galère finalement à retirer. Sur le principe, c'était censé être rapide, mais il fallait utiliser aussi, fallait aller desserrer derrière, c'était pas très accessible, donc ça a quand même grandement évolué sur ces versions K2. Et pour ceux qui ont connu les plus vieilles versions, version dite K1, on avait eu des grosses difficultés avec les extrudeurs, donc après sur les versions K1 Max et K1C, ils avaient fait évoluer. Idem ici, sur la version K2+, c'était les premières versions de série K2, ils avaient fait un premier extrudeur qui ressemble à ce type de choses. Alors oui, ils ont tous une petite faiblesse qui est sur cette partie qui est ici, qui vont avoir tendance à casser à l'intérieur avec les petits picots. Donc la solution qu'ils avaient appliquée, c'était de placer ce type de choses pour le placer juste ici pour éviter tout simplement que ton tube PTFE ne bouge de trop et apporte une fragilité à l'intérieur. Néanmoins, cette petite pièce reste fragile, donc je te conseille vivement de t'en imprimer un petit lot d'avance. Donc tu peux les faire ici, là c'était en PETG, donc essaye de le faire dans un filament qui est suffisamment résistant. Pourquoi? Parce que ça restera toujours un petit point de faiblesse. Néanmoins, par rapport à la K2+, sur lequel j'avais cassé l'extrudeur, ici j'ai pas eu de casse, j'ai pas eu de problème de PTFE qui se retirait,
parce qu'avec cette petite chose, eh bien, ça limite la casse. Pour ceux qui ont vu les autres vidéos de la K2+ et de la K2, je t'avais montré que sur la partie basse qui est juste ici, tu vois un petit trou sur le fond, c'est pour pouvoir détecter quand le plateau il est dans sa position Z au plus bas. Donc toujours avoir un petit peu de vigilance. Alors tu vois mon plateau et l'intérieur de mon imprimante est pas propre parce que je l'utilise assez souvent et je prends pas le temps de tout le temps retirer les déchets, mais sois vigilant à ce qu'il n'y ait pas de déchets qui tombent dans ce trou qui est ici, sinon ça va venir à gêner la descente de ton plateau et tu ne pourras pas faire le niveau en Z. En tout cas, tu auras un message d'erreur et il faudra t'embêter à aller retirer les déchets qui se sont tombés dans le trou. Ce qui m'intéresse de regarder aussi dans les imprimantes, c'est la façon dont c'est arrangé à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des câbles qui se baladent un peu partout? Est-ce qu'il y a des déperditions de chaleur avec des fuites, chose que l'on avait pu voir par exemple sur la Centauri avec des trous un peu partout, ce qui fait que tu pouvais avoir que des prises d'air et pour faire des filaments techniques, ça devient un peu plus compliqué. Donc celui-ci, au niveau des câbles management, qui soit pour la partie du plateau, qui soit pour la partie haute, donc on est sur des choses qui sont propres et qui ont été bien pensées. Pour ce qui est de la robustesse de la machine, on a pu remarquer sur la série K2+, mais à la fois sur la série K2 et K2 Pro, on est sur les mêmes types de châssis, quelque chose qui avec beaucoup de parties métalliques, très peu de plastique, donc oui, c'est particulièrement lourd, mais en même temps, c'est un signe aussi un gage de confiance et quelque chose qui va être beaucoup plus robuste que certaines imprimantes qui sont, des fois pas super stables. Et il faut se dire que sur quasiment toutes les imprimantes, il faut être vigilant à la température intérieure. Donc c'est pour ça que tu as toujours une partie alors vitrée ou alors une partie en plexi sur le dessus que l'on va retirer parfois ou que l'on va laisser. En fait, ce sera à toi de regarder quelle est la température intérieure. Donc typiquement, lorsque tu vas faire des filaments de type PLA, il faut éviter que ça monte trop en température. Donc au-delà de 30-35, ça devient délicat parce que ton filament va devenir un petit peu trop mou. Et quand il est trop mou, eh bien, il vient se bloquer dans l'extrudeur. Et du coup, tu vas avoir un défaut du print et tu ne pourras plus pousser le filament. Et souvent, tu as la buse qui vient à se boucher. Donc, souvent, on vient retirer ou soulever légèrement la vitre, ou bien alors on va ouvrir la porte. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que sur cette série-là, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. On a un système de circuit d'air à l'intérieur qui lui évite de monter trop en température lorsque je fais du PLA. Donc, quand tu imprimes avec un plateau qui est aux alentours de 50-55 degrés, maximum 60, et ça se passe plutôt bien à l'intérieur. On ne va pas trop monter au niveau de l'enclos. Tu vois, là, sans rien faire, on est sur une température ambiante qui est aux alentours de 27. Et c'est pour ça que ça a aussi du sens et un intérêt d'acheter des types de plateaux. Donc celui-ci, il n'est pas la dimension de la K2 Pro, mais ce type de plateau que l'on chauffe quasiment pas, qui tiennent à partir de 30 degrés, eh bien évite aussi à ce que tu montes en température dans ton imprimante 3D. Vu qu'on parle du plateau, on va regarder celui qui est fourni avec. Alors, une fois de plus, ils ont fait un petit peu d'économie sur le plateau. On est sur une version dite PEI de ce côté-ci, et sur l'autre côté, on a une partie qui est non imprimable. C'est un petit peu dommage, ça coûte rien du tout. Quand tu vois que les plateaux, quand tu les achètes toi, c'est aux alentours de 10 €, ils auraient pu mettre un plateau bimatériaux, on va dire bimatière, qui permet de pouvoir imprimer à faible température d'un côté et de pouvoir imprimer des filaments un peu plus techniques en chauffant le plateau de l'autre. Ce sont des choses que l'on voit maintenant sur quasiment toutes les imprimantes qui sortent. Donc sur la partie arrière du plateau qui est ici, c'est pour pouvoir venir faire frotter la buse, donc ça se fait automatiquement. Ça veut dire qu'une fois qu'elle a purgé son filament, la buse va venir en appui ici, et frotter, racler un petit peu pour finir le nettoyage et pour éviter tout simplement que lorsqu'elle va venir faire le nivellement du plateau, eh bien que tu aies du déchet aussi de filaments qui viennent se poser sur ton plateau. Eh bien on parle du coup du nivellement du plateau, on est sur un système dit entièrement automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va venir palper ton plateau sur tout un tas de points pour vérifier qu'il soit bien de niveau, et en soi c'est pas trop grave s'il n'est pas parfaitement planaire
eh bien, elle va adapter, donc elle enregistre les informations à chaque fois qu'elle vient prendre les mesures, et ensuite, elle va corriger tout ça pour pouvoir faire en sorte que ton print, eh bien, tu puisses avoir une première couche qui soit toujours parfaite. Les choses intéressantes et qui a grandement évolué sur certaines machines comme celle-ci ou comme certaines de leurs concurrences, mais pas toutes. Si tu veux imprimer juste une petite pièce ici, bien souvent, sur beaucoup d'imprimantes, eh bien, tu vas perdre un temps monstre parce qu'il vient checker tout ton plateau juste pour pouvoir imprimer cette petite pièce. Donc là, ils ont fait évoluer le microprogramme en faisant des mises à jour, ce qui te permettra que lorsque tu veux imprimer une pièce, qu'elle soit ici ou là, peu importe, il va juste venir faire quelques points autour pour se dire, ben, moi, ma zone d'impression, elle est ici, et ça ne sert à rien que je perde du temps à contrôler tout mon plateau. Par ailleurs, quel est l'avantage d'avoir des plateaux de grande taille comme ici 30 par 30? Ça veut dire que tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle des impressions séquentielles. Imaginons que tu vas mettre une pièce ici d'une couleur, une pièce ici d'une autre couleur, ensuite une autre pièce vers l'arrière. Donc on va avoir toute une zone autour sur laquelle il ne faudra pas venir obstruer notre tête pour éviter qu'elle rentre en conflit. Mais plus ton plateau est grand, plus tu vas pouvoir lancer des prints avec des multi-pièces dessus, de couleurs différentes, sans avoir à purger et à faire ce qu'on appelle des tours de purge sur toute la longueur. Donc elle va d'abord faire cette pièce, puis après elle va venir faire cette pièce, puis ensuite elle viendra faire la troisième. Et je ne vais pas insister sur tous les points de détail, je ne vais pas aller regarder comment se comporte le menu. J'ai fait des vidéos qui sont suffisamment longues sur la K2 Plus et sur la version K2. Donc la version K2 Pro, c'est exactement la même chose pour tous ces points qui sont ici. Je t'ai donné les points d'information qui vont varier entre la K2 Pro et la K2 Plus pour la partie technique qui était la partie intérieure, mais sinon pour l'environnement, on se retrouve avec la même chose, que ce soit au niveau du slicer ou au niveau des écrans ou des CFS. Donc je te conseille d'aller regarder les points qui sont sur les autres vidéos qui seront plus détaillés. Et bien maintenant on va regarder rapidement ce qui se passe pour la partie arrière. Donc à l'arrière ici, pour l'instant moi j'ai mis une petite boîte avant de brancher mon toboggan à purge. Tu vas avoir un câble qui est relié au CFS qui est ici. Ensuite tu as un câble qui est relié au répartiteur que l'on voit ici, sur lequel tu vas pouvoir brancher sur celui-ci jusqu'à 4 CFS, mais en soi tu vas pouvoir monter jusqu'à 16 couleurs. Ça veut dire que si tu le souhaites, tu pourras utiliser 4 CFS pour pouvoir faire cette gestion des 16 couleurs. Ça veut dire que le CFS va être reconnu automatiquement par ton imprimante, donc que tu en aies 1, 2 ou 3. Ensuite, lui, il va les classer à l'intérieur. Donc ici, on va se retrouver, tu vois, on va sur la touche menu qui est ici. On voit ici qu'on a 2 colonnes, ça veut dire qu'on a 2 lignes, donc 2 CFS sur la partie haute. Donc quand on clique dessus, on revient sur la partie filament. On a un CFS qui est le numéro 2 et un CFS qui est le numéro 3. Si tu utilises des bobines de la marque Creality, eh bien il y a des puces à l'intérieur, des puces dites NFC. Donc là, on va mettre le filament. On a nos puces qui sont ici. On a des détecteurs à chaque fois, un peu partout, donc à chaque fois au milieu. Il va venir scanner la puce pour pouvoir déterminer quel type de filament on a. Donc à la fois la couleur, à la fois le type de filament, est-ce que c'est du PLA, du PETG, etc. Ça lui donne toutes les informations nécessaires pour pouvoir lancer ton print. Par ailleurs, ici, on va voir ensuite notre filament qui est reconnu. Je vais essayer de faire une mise au point. Lorsque je viens dessus et que je clique sur le petit œil, ça me donne les informations. C'est un filament de type PLA. Un hyper PLA, ça veut dire que c'est un filament à haute vitesse. Il est de couleur noire. On peut le travailler entre 190 et 240 et l'avance de pression est à 0,04. Et plus on va monter en vitesse, plus on devra travailler sur la température. Et si tu mets des filaments d'une autre marque, comme ici par exemple on est sur du PETG de la marque Mecpo, avec lequel je te montrerai, j'ai fait ce type d'impression pour pouvoir faire notre descente de toboggan à purge, eh bien il n'y a pas de puce électronique dedans, mais c'est pas grave en soi, c'est toi qui vas le mettre dedans, et je te montrerai rapidement comment ça se passe au niveau du CFS et au niveau du coup de notre écran tactile, de la façon dont on va devoir programmer notre filament. Donc ici on est sur un filament de type PETG,
pareil, on le place ici, ça va être détecté automatiquement. Alors, il ne va pas détecter quel est le type de filament, vu qu'il n'y a pas la puce, mais il va le passer à l'intérieur, et ensuite, ce sera à toi, ici, de lui dire quel type de filament. Donc ici, on a un petit crayon, on appuie sur le crayon, et on va lui dire quel type de marque. Donc tu peux lui dire que c'est une marque générique ou une marque Reality. Donc ici, c'est une marque générique. Qu'est-ce que c'est? C'est du PETG. Quel type de PETG? Donc un PETG générique. Et ensuite ici, tu pourras lui mettre la couleur. Ici, on est sur un rose clair. Température entre 220 et 270. Et le niveau de pression est à 0,07. Tu appuies sur valider, ici sur oui, et il enregistre ton filament. Et ici, je te donne un conseil. Typiquement, ici, on a mis un PETG de Mecpo. Ce sont des PETG dits à haute vitesse, comme beaucoup de PETG maintenant sur le marché, en version translucide. Tu as vu que si on le mettait en générique, eh bien, il te dit juste quel type de propriété c'est. C'est un PETG, mais il ne te donne pas la possibilité de lui dire que tu vas pouvoir travailler à haute vitesse. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de mettre que c'est plutôt un filament de la marque Reality. Tu vas aller sélectionner que c'est du PETG, alors pas de l'ABS, si je fais n'importe quoi aussi ça va pas marcher, du PETG, et ici on a le choix entre un PETG classique de Creality ou un hyper PETG qui sont les filaments PETG à haute vitesse. Et ensuite tu cliques sur valider. Le niveau de pression d'ailleurs va être différent, en hyper PETG ça va être de 0,05. Allez, on va passer sur la partie impression réalisée avec cette K2 Pro. Alors j'en ai réalisé bien plus que ça, mais si tu me connais un petit peu sur les réseaux sociaux, lorsque je fais un print, je ne vends pas mes prints, mes réalisations, je les mets à disposition. Donc souvent, il y a l'entourage des amis ou des personnes sur Internet qui me sollicitent pour les avoir. Donc quand j'ai pas de frais supplémentaires pour pouvoir les envoyer, eh bien j'en fais bénéficier l'entourage. Alors classiquement, ça c'est le petit print qui est dans l'imprimante, qui est livré avec, ça sert à rien, je le fais juste pour regarder la qualité de notre Bunchy, mais ici on a vu qu'on a une partie rouge, une partie blanche, ensuite le jaune et le vert, pas d'utilité parce qu'on n'est pas sur du multicolore, on est juste sur des superpositions de couleurs. Ça a du sens et ça a un intérêt. C'est un print que j'ai réalisé avec celle-ci, donc avec différents matériaux, différents filaments. Et là, pour le coup, tu as intérêt d'avoir une imprimante qui est parfaitement bien calibrée. Pourquoi? Parce que le print va se comporter comme ceci à l'origine. Alors, on n'a pas la barre qui est ici, mais néanmoins, on a toute cette partie qui est de couleur blanche avec des micro-particules à l'intérieur, des nacres de paillettes. Ici, on va tirer des fils, donc ce qu'on appelle du string art. Donc ici, on est sur des fils qui sont avec un filament silk doré, et il vient se placer sur cette pièce. Donc ici, on avait aussi ce qu'on appelle un support pour pouvoir maintenir notre bonhomme en lévitation, des petits supports par-ci par-là aussi pour pouvoir avoir un bon maintien de notre épaule. Donc tu as intérêt d'avoir une imprimante qui fait les choses avec finesse et de qualité si tu veux avoir ce type de résultat. Donc ensuite, on le positionne comme ceci, et ça nous permet d'avoir un print qui est particulièrement original, donc avec ce bonhomme qui est en lévitation. Et autant te dire que ça, tu peux pas le faire avec toutes les imprimantes. Il y en a certaines sur lesquelles j'aurais même pas testé, parce que c'est quand même super technique de pouvoir tendre ces fils. Il faut avoir la finesse et il faut avoir quelque chose qui est précis. J'aime bien travailler sur ce qu'on appelle du multi-layer, donc ce type d'impression sur lequel ça te permet de voir aussi si on a quelque chose qui est qualitatif sur le dessus. Tu sais, quand on est sur la partie haute de notre impression, lorsque l'on fait le remplissage, c'est une chose, mais lorsqu'on fait la surface du dessus, c'est pas toujours simple d'avoir quelque chose de propre. Donc on va essayer de se mettre sur un point lumineux pour qu'on puisse observer ensemble, et on voit que ici c'est juste parfait. Donc bien sûr, ce sera à toi de définir les bons réglages dans ton logiciel, dans ton slicer, mais ça te permet de voir que si tu es bien réglé, si tu utilises des filaments de qualité, tu as ce type de rendu sur la partie surface. C'est dans un autre esprit, mais c'est toujours du multilayer, c'est ceci sur lequel je travaille avec une partie dit remplissage, mais sans utiliser de couches sur la partie haute pour pouvoir fermer notre pièce. Ça nous permet d'avoir des prints pareils, un petit peu artistiques et original. Et là, une fois de plus, elle a bien fait le job. Allez, celui-ci, je te l'ai montré aussi sur TikTok. Alors, c'est pas un multicolore, mais c'est un filament très atypique. Donc, un filament dit torsadé silk tricolore, ce qui nous permet d'avoir cet effet qui est artistique. Donc,
pour pouvoir réaliser ce type d'impression, je t'ai fait un petit tuto aussi sur TikTok pour te montrer que on peut faire une partie remplissage sur la partie basse et ensuite toute la partie qui est ici, donc d'ici jusqu'ici, on est sur ce qu'on appelle un format de lighting, donc on n'a quasiment pas de remplissage. Ce sont des pièces qui font moins de 250 grammes, c'est ultra léger, ça te permet de ne pas gâcher du filament et de pouvoir faire des prints artistiques ou atypiques. Alors celui-ci, effectivement, bah, il a fait débat et il y a eu pas mal de haters sur Facebook et Instagram parce que les gens pensaient que un print comme ceci, ça devait peser 3 ou 5 kilos, enfin je sais même plus les exagérations que j'ai eues, que j'allais balancer des tonnes et des tonnes de déchets derrière, enfin, bon, tu l'auras compris, et que mon print allait durer 3 semaines. Bon, c'est tout l'inverse, pareil, je t'ai fait une vidéo sur TikTok pour expliquer comment on a réalisé ce type de print, et bien c'est super simple. Ici, le seul déchet que j'ai eu, c'est ça. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé à ce qu'il ne me fasse pas de purge sur l'arrière, donc j'ai pas de déchets avec les petits cacas comme ceci. Pourquoi? Parce que, eh bien, il vient placer du filament sur nos couches, ensuite il venait d'abord essuyer un petit peu la buse sur ceci, et il venait finir du coup la purge directement dans notre pièce, qui nous permet d'avoir un print pareil qui est un petit peu atypique, avec des variantes de couleurs, sans utiliser de filaments. Là, je ne me souviens plus, mais c'est en termes de poids, c'est extrêmement léger. On aurait pu faire aussi abstraction de cette tour, la tour dit d'amorce ou la tour de purge. Bon, je l'ai fait aussi pour d'autres prints, je vais te montrer sur une autre imprimante. Donc on peut le faire avec 0 déchet, néanmoins on n'aura pas quelque chose d'aussi qualitatif en termes de finition sur le dessus. Donc je vais te montrer celui-ci, alors il n'a pas été réalisé avec la K2 Pro, mais avec une autre imprimante. C'était pour te montrer que, pareil, sur ce type d'impression, eh bien ici on est sur un 0 déchet. On a juste, on n'a pas de tour de purge, on n'a pas de purge derrière. J'expliquais sur la vidéo que en fait, ton imprimante va poser une couleur, par exemple, va poser la couleur blanche. Ensuite, quand elle va passer au bleu, elle va juste extraire à peu près ça de purge. Elle va envoyer la nouvelle couleur et elle va finir de purger à l'intérieur. Alors, ça nous permet de faire beaucoup d'économies. Ça nous permet d'économiser à peu près entre 30 et 50 grammes de tour. Ce sera moins précis que si tu utilises une petite tour d'amorce comme ceci, mais en tout cas, c'est faisable. Ensuite, j'ai fait des impressions aussi avec du PETG. Donc là, c'est du PETG pareil de la marque Mecpo. C'est celui que j'ai mis tout à l'heure, mais qui est dans une version dit Rainbow, donc de plusieurs couleurs. On est sur quelque chose qui est efficace. Ça s'est très bien passé, pareil, pour faire du PETG. Sur celui-ci aussi, on est sur un PETG translucide. C'est pour pouvoir faire notre toboggan à purge que l'on pourra placer derrière. La gestion des supports est parfaite, donc j'ai rencontré aucune difficulté avec ces filaments PETG. Vigilance, en fonction des marques de filaments, eh bien, il faudra travailler sur ton trancheur, ton slicer, pour réduire un petit peu la vitesse. Donc quand tu es sur des filaments dits haute vitesse comme celui-ci, tu n'as pas à modifier ton slicer parce qu'il était pensé pour faire de la haute vitesse, mais par contre si tu utilises des filaments PETG d'ancienne génération, eh bien il faudra réduire grandement la vitesse, sinon bah, tu vas avoir des problèmes, surtout au niveau du remplissage. Pour ceux qui ont vu mes vidéos, qui t'expliquent comment on réalise des disques comme ceci, des faux vinyles, tu pourras aussi le faire avec la K2 Pro. Donc ceci, je l'avais fait avec une autre imprimante, mais l'avantage de cette K2 Pro, c'est le plateau. On est sur un plateau de 30 par 30, ça veut dire que tu vas pouvoir mettre tout un tas de plateaux dits holographiques à illusion d'optique assez facilement sans avoir à avoir la même dimension de plateau. Et je te montre. Donc typiquement, ce type de plateau qui n'a pas été pensé pour notre imprimante K2+, tu vas pouvoir quand même le mettre à l'intérieur. Donc ça, c'est un plateau que j'ai fabriqué moi-même il y a quelques années, je ne sais plus, il y a 50 ça en arrière, et ça fonctionne toujours très très bien, donc un plateau à hologramme. Ton petit point de vigilance, c'est veiller à ce que tu places bien ton plateau sur la partie au fond, pour que tu sois au même niveau que la partie où la buse vient s'appuyer, pour pouvoir venir frotter très légèrement. Après, elle va venir dans tous les cas contrôler ton plateau pour pouvoir faire le nivellement, donc ça n'a pas trop d'incidence si tu changes de plateau. Ça veut dire que tu vas pouvoir aussi faire des prints techniques, alors
pas technique par le filament, mais technique par la conception. Ici, on est sur une version de chaîne de maille, et autant te dire que faire de la chaîne de maille sur des plateaux à effet holographique comme ceci, avec tous ces petites points de détail, c'est pas si simple que ça. Donc il faut avoir une imprimante, pareil, qui est parfaitement calibrée. Il est temps de faire le point sur les choses que j'ai appréciées, les choses que j'apprécie un peu moins sur cette K2 Pro. Eh bien, on va en revenir sur quelque chose que je t'ai montré sur toutes les séries K2, hein. C'est ce que je t'ai montré tout à l'heure dans la présentation. On a une petite faiblesse au niveau de l'extrudeur qui est ici. Donc, point de vigilance, ce sont des pièces fragiles. Et entre nous soit dit, alors je ne sais pas si je l'ai là, je vais essayer de le retrouver, l'extrudeur que je te montrais tout à l'heure. C'est ce type de choses. Donc moi, ce que j'ai fait sur la K2+, c'est que cette partie-là avait cassé, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai retiré, je l'ai viré complètement, et j'ai utilisé un autre système comme ceci qui bloque les tubes PTFE que j'ai venu emboîter à l'intérieur, de façon à avoir quelque chose qui va mieux résister dans le temps. Mais oui, ça reste toujours un point de faiblesse sur les séries K2. Alors ça va pas se péter tout de suite, et tu faudra rajouter ce petit ergot sur le dessus, mais il faut être vigilant. Dès que tu vois que tu as un petit peu trop de jeu, ou si un jour tu vois que ton tube PTFE vient à se retirer, eh bien essaye d'apporter un petit peu de maintenance au niveau de l'extrudeur. Néanmoins, on a un côté qui est quand même assez efficace pour pouvoir avoir accès pour la maintenance. Il faut se dire aussi que la série K2 Plus est sortie depuis beaucoup plus longtemps que celle-ci. Ça veut dire qu'on va retrouver toutes les pièces détachées pour pouvoir faire des interventions ou faire de la maintenance. On peut accéder facilement pour pouvoir nettoyer nos ventilos, retirer notre bus, changer de bus. Donc c'est un côté qui est quand même vachement pratique sur ces séries K2. Ce qu'on va apprécier aussi, c'est la robustesse. Alors à la fois le rail linéaire que je t'avais montré de ce côté-ci, le fait qu'on a un système qui a été pensé avec 4 barres sur les côtés, 2 barres comme ceci, 2 vis sans fin, pareil, là aussi on a quelque chose de robuste, on a quelque chose d'efficace au niveau du nivellement, une première couche qui est correcte, et voire même plus que correcte. Des fois tu vas avoir un défaut sur ta première couche, et c'est là où je vais venir au petit point négatif, et ça va se passer ici. Donc sur le principe, notre première couche, elle est quasiment parfaite à chaque fois. Néanmoins, ici, on va voir que notre buse n'est pas toujours parfaitement nettoyée. Donc ça se passe sur l'arrière de ce côté-ci. On a pu voir que la buse, elle vient frotter pour pouvoir faire partir le filament qui est purgé. Ensuite, ici, elle vient pour pouvoir être nettoyée. Et enfin, elle vient sur le plateau pour pouvoir frotter encore un petit peu pour pouvoir faire le nettoyage. Par contre, j'ai fait exprès de la laisser comme ceci et de ne pas faire d'un vrai nettoyage de la buse pour te montrer ce qu'il se passe en réalité. Eh bien, elle n'est pas parfaitement nettoyée de ce côté-ci, ce qui fait que tu as souvent des excédents de matière, du PETG, surtout quand tu utilises du PETG, mais sinon du PLA, qui viennent rester sur ta buse. Des fois, ça veut dire qu'on a une buse qui n'est pas parfaitement propre. Donc, quand elle vient faire le niveau ici, eh bien, si tu as un micro décalage à cause d'une buse qui n'est pas parfaitement propre, tu auras compris que tu n'auras pas toujours une bonne première couche. Alors, chose que l'on pourrait penser pour améliorer ceci, c'est changer ce petit silicone qui est pour moi un petit peu trop souple pour pouvoir nettoyer efficacement. Donc je vais essayer de trouver un système ou utiliser peut-être des silicones d'autres marques pour qu'on puisse avoir quelque chose, alors pas quelque chose qui vienne obstruer, sinon ton silicone il va se barrer lorsque la tête va venir le toucher, lorsque ça va venir frotter la buse, mais si on a quelque chose de un peu plus rigide, on devrait pouvoir améliorer ce nettoyage. Sinon, ce qu'il faut acheter et ce qu'il faut faire à chaque fois, ça va être de chauffer ta buse, et puis tu vas venir prendre ce genre de petite brosse qui te permet de venir nettoyer ta buse comme ceci. Alors si tu le fais à froid, ça sert à rien, ton filament tient un peu trop sur ta buse, donc tu chauffes ta buse et ensuite tu viens faire le nettoyage de temps en temps. Donc sois vigilant à ce petit point de détail, parce que ce petit point de détail peut foutre en l'air un print. J'ai pas pris de temps pour te parler tout à l'heure aussi des filaments techniques qu'on peut faire. Oui, on peut faire de l'ABS, oui, on peut faire du nylon, on peut faire de la fibre de carbone, de la fibre de verre. Ici, c'est avec de la fibre de verre, donc oui, c'est assez technique à faire, c'est pas si simple à faire tenir sur le plateau. Il faut avoir aussi une buse qui soit suffisamment durcie pour pas être abîmé, parce qu'on a des particules dedans, donc on a besoin de placer un petit peu de point de colle sur notre plateau, de chauffer le plateau entre 90 et 100 degrés, de chauffer l'intérieur grâce au ventilo qui est ici avec le système de chauffe
pour monter à peu près, allez, 70 degrés à peu près dedans, pour pouvoir avoir un bon maintien, pour éviter d'avoir du warping, donc du décollage de pièces. Autre chose qui a l'air de rien, mais qui est quand même vachement pratique, c'est la vitre que tu vas pouvoir ouvrir. Alors là, elle vient basculer, elle vient en appui contre ma petite tige qui est ici, mais si tu veux, ça ne vient pas s'ouvrir et rester bloqué comme ceci. Ça te permet de pouvoir dégager ton plateau beaucoup plus facilement, de pouvoir accéder à l'intérieur pour pouvoir faire ta maintenance. Donc ça n'était pas le cas des premières générations d'imprimantes sur lesquelles on était limité par à peu près un 90 degrés. Dans les choses pas géniales, c'est que, allez, on va le voir ici, notre tube PTFE qui est à l'intérieur vient frotter contre la vitre qui est ici, ce qui apporte une usure prématurée et qui va générer aussi un petit peu de bruit lorsque elle va venir se déplacer. Alors, on a deux solutions, c'est soit on réduit, on coupe notre tube PTFE, on réduit un tout petit peu, mais si tu réduis de trop, tu risques d'avoir une zone comme ceci, une courbure un peu trop directe, et sinon tu vas pouvoir surélever un petit peu ta vitre, voire même tu vas la retirer complètement. Autre point positif, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est que quand tu utilises un plateau entre 50 et 60 degrés, ce qui est le classique hein, quand on fait du PLA, qu'on chauffe notre filament aux alentours de 220-230 degrés, toujours pour du PLA, et bien l'intérieur reste homogène et il ne va pas monter trop en température. On a vu ensemble que dès qu'on dépasse les 35 degrés à l'intérieur de notre imprimante, eh bien, on va avoir un filament qui devient un petit peu trop mou et qui va venir se bloquer dans l'extrudeur, ce qui fait qu'elle a une bonne gestion du flux d'air à l'intérieur pour pouvoir éviter de trop monter en température. Pour ce qui est de la qualité des prints et qualité des impressions, on a pu voir que c'est super quali. Ce sera à toi, alors quali, les gens n'aiment pas que je dise quali, donc c'est très propre. C'est de bonne qualité, voilà, ça me permet de me réexprimer, et ça dépend surtout en fait de ton trancheur. Donc si tu lui dis d'imprimer en 0,24, eh ben, tu n'auras pas du tout la même précision que si tu imprimes en 0,16. Tu peux imprimer en 0,08. En fait, plus tu vas faire des impressions fines, plus tu fais des traits, des layers qui sont fins, meilleure sera la qualité. Néanmoins, tu vas passer beaucoup plus de temps à imprimer. Donc la norme, c'est souvent aux alentours de 0,2. Alors moi, j'utilise beaucoup plus de 0,16 que de 0,2 pour avoir des pièces un peu plus propres. Et comme je déteste le post-traitement, pour moi, il faut que la pièce, elle sorte de la machine propre, que je n'ai pas à penser, que j'ai rien à faire. C'est pour ça que je fais que des prints dits un petit peu décalés et artistiques, mais qui ne nécessitent pas à ce qu'ils soient frottés, qu'ils soient poncés et qu'ils soient peints. Ce qui est assez efficace, les CFS, alors je t'avais déjà expliqué que je préfère pour ma part les CFS par rapport aux, par exemple, les AMS et les choses comme ceci. Je trouve qu'il est plus efficace. J'ai moins de difficultés avec des bobines qui viennent de se bloquer à l'intérieur. Ce système qui est ici permet d'avoir un meilleur suivi de ta bobine. Quand elle est pleine ou quand elle est vide, eh bien, on n'a pas la même flexion. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Donc ça fonctionne assez bien. Bien entendu, comme tous, on va pouvoir mettre du silice à l'intérieur. Donc ça, pareil, c'est assez efficace. Et c'est sur dessous, on peut accéder aussi pour la partie maintenance. Alors je ne sais pas si je pourrais y arriver d'une main. On va essayer. Oui, on voit nos tubes PTFE qui sont dessous. Je suis en train de tout casser. Nos tubes PTFE qui sont dessous. Donc tu peux y accéder aussi facilement lorsque tu as un filament qui se casse ou autre. Le petit point négatif que je te fais remonter à chaque fois sur les CFS, c'est que sur la partie arrière, on a une roue crantée qui permet de pouvoir faire venir le filament ou le pousser, mais une roue crantée qui est tellement serrée que tu viens à abîmer tes filaments. Et sur certains filaments, alors pas celui-ci parce que ça c'est un filament de bonne qualité, on est sur du PLA translucide, eh bien certains filaments sont ultra cassants, et une fois qu'ils passent dans l'extrudeur, dans les roues crantées, eh bien, ils ont tellement de faiblesse qu'il est vivement conseillé qu'une fois que tu as fini d'imprimer avec ce filament, eh bien, on te conseille d'aller couper toute la partie qui a été passée dans l'extrudeur et dans la roue crantée du CFS, parce que sinon, eh bien, on va avoir des zones de casse sur chacune des parties où le filament a été appuyé par les engrenages. Donc tu auras compris que si ton CFS serre de trop certains de tes filaments, eh bien tu les abîmes prématurément, tu vas générer de la casse, de l'usure. Alors pour des filaments qui sont
particulièrement tendre, comme certains filaments mat par exemple, eh bien là pareil, on a quelque chose qui va abîmer nos bobines et qui apporte une faiblesse. Donc si en plus tu as un petit peu d'humidité à l'intérieur de ta pièce, eh bien tu as toutes les chances, voire la malchance, que tes filaments se cassent. On a pu voir le petit point de vigilance qui sont toutes les séries K2, le petit trou qui est au fond, qui vient voir quand le plateau est sur la partie basse, c'est un capteur. Donc vigilance à ce qu'il n'y ait pas trop de déchets à l'intérieur, sinon tu as des déchets qui tombent à l'intérieur et ton capteur est obstrué. Parmi les choses que j'apprécie sur ces séries K2, au-delà de la robustesse de la machine, alors même si c'est un peu lourd, et ça pour le coup, moi j'aime pas trop, parce que mine de rien, lorsqu'il faut déplacer une imprimante, eh bien il faut être deux dans certains cas, parce que c'est quand même super compliqué, par exemple sur la série K2+, c'est que à l'intérieur, c'est propre, tu n'as pas des câbles qui passent partout, tu n'as pas des gaines, ou tu n'as pas des systèmes de gouttières, on a le câble management du haut qui est propre, le câble management du plateau qui est nickel aussi, qui est sur le côté, on n'a pas de zone ouverte, sur lequel il y a une déperdition au niveau de l'air ou de la chaleur lorsque tu chauffes ton enclos. Donc ça c'est efficace, ça a été bien pensé, et ils ont quand même grandement monté en gamme ces dernières années chez Creality. Les petits moins, on a vu le plateau qui est PEI d'un côté et qu'on ne peut pas imprimer de l'autre, je trouve ça un petit peu limite. Ils auraient pu utiliser et mettre à disposition un plateau qui soit recto verso. Les petits points de vigilance, on l'a vu ensemble, il va falloir avoir une attention particulière sur ta buse pour pouvoir la nettoyer régulièrement si tu veux avoir tout le temps une première couche nickel. Sinon, on va avoir un petit peu d'excédent de filaments qui viennent se colmater, se bloquer sur cette partie-là de ta buse. Une maintenance extrêmement facile d'accès, tu as vu, on retire ce petit bloc, ça te permet de pouvoir nettoyer l'intérieur, de pouvoir retirer ta buse assez efficacement. Si tu n'utilises pas de CFS, donc pour pouvoir faire du multicolore, bien entendu tu pourras mettre un porte-bobine sur le côté. Alors moi je l'ai retiré parce que ça me gêne en termes de place, et ici tu vas avoir l'emplacement pour une clé USB et un détecteur RFID qui est ici, pour pouvoir détecter les bobines Creality de la même façon que l'on a vu quand on mettait une bobine à l'intérieur. Donc là tu viens placer ta bobine contre, ça lui donne l'information et il sait quel type de bobine, si c'est du PLA, du PETG, la qualité, la couleur, toutes ces choses là, il l'enregistre à l'intérieur pour pouvoir lancer ton print plus facilement. Alors certains me demandaient sur les autres réseaux, est-ce que ça fait partie des imprimantes qui sont bruyantes ou silencieuses? C'est toujours une question un petit peu délicate. Alors non pas délicate parce que j'ai pas envie de te dire si elle est bruyante ou non bruyante, c'est qu'il faut pouvoir comparer avec une autre imprimante, avec d'autres choses. La notion du bruit, c'est assez difficile à interpréter. Surtout si tu as ton imprimante fermée, complètement fermée, porte fermée, le dessus fermé, tu auras quelque chose qui est beaucoup plus étouffé en termes de bruit. En fonction du type de filament que tu fais, c'est pareil, ça ne va pas générer le même bruit. Typiquement, tu fais un filament technique, et bien tu auras un bruit supplémentaire parce qu'on va utiliser à l'arrière la partie soufflerie. Donc en fonction du type de filament, bien tu vas utiliser plus de ventilo, plus de technologies qui font plus de bruit. Donc vraiment pas simple à exprimer la partie bruit. Ça va dépendre aussi des mouvements que tu fais. Plus tu lui demanderas de faire des mouvements rapides, typiquement, si tu lui demandes de faire des cercles comme celui-ci et de faire des cercles très très rapides, tu auras bien compris que ça va jouer aussi sur les engrenages, sur les courroies, sur les poulies, sur toutes ces choses. Donc plus tu as de choses qui bougent en même temps, plus ça va gérer du bruit. Chose qui est sympa et que je te montre à chaque fois, c'est le petit écran qui est ici, que tu vas pouvoir orienter, basculer. Typiquement, là, c'est une imprimante qui est un petit peu en dessous de moi, donc tu as vu, je mets l'écran dans ce sens-là. Si tu l'avais placé un petit peu en hauteur, tu verrais que c'est quand même beaucoup plus confortable de pouvoir le faire descendre comme ceci. Donc, en fonction de la zone où elle est, tu vas pouvoir jouer sur cette orientation. J'en ai pas parlé, c'est vrai, j'ai oublié, l'éclairage est sur le devant ici. Bon, c'est suffisant, pour moi il est plutôt bien placé, donc ça suffit pour pouvoir savoir ce que tu fais. Moi je ne suis pas adepte des timelapses qui sont prises avec les caméras, donc je pourrais pas te dire si c'est super propre ou pas. Pour moi, dans tous les cas, quasiment tous les timelapses, je trouve ça de piètre qualité, c'est pas génial. Donc la luminosité est suffisante pour une utilisation. Est-ce que la luminosité est suffisante pour pouvoir faire des vidéos? Ça, je ne me prononcerai pas trop. Je ne suis pas adepte de cette technologie. Ça permet de parler de cette petite caméra qui est liée à intelligence artificielle. Pareil, je te l'ai dit au début.
Alors oui, il y a une caméra embarquée, c'est une chose. Est-ce que c'est précis? Est-ce que ça détecte à chaque fois les défauts, les spaghettis ou autres? Non. Quelles que soient les imprimantes, même les plus chères du marché, euh, eh bien, elles ont toutes des difficultés avec cette intelligence dite artificielle et au niveau des caméras. Des fois, elles vont te détecter un défaut qui n'existe pas. Des fois, elles ne te détectent pas le défaut et ça continue à imprimer. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a ça commence à évoluer, mais c'est pas encore fini et c'est pas suffisamment efficace pour te dire que c'est une révolution. Dans les points positifs aussi, c'est de pouvoir travailler, ce qu'on a vu, de tout un tas de matériaux différents, de pouvoir monter sur des très hautes températures au niveau du plateau et pareil au niveau de la bûche jusqu'à plus de 300 degrés. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir travailler aussi du nylon, plein de filaments très techniques. Alors oui, c'est plus complexe d'imprimer des pièces avec des filaments techniques, mais néanmoins, elle est en mesure de le faire, et c'est à toi tout simplement d'acheter les bons filaments et d'utiliser les bons réglages. Et quand on parle de filaments techniques, et bien souvent un filament, on va le mettre dans le CFS, mais tu verras que dans certains filaments techniques, au même titre que le TPU, donc tu vois les filaments qui sont flexibles mous, et bien certains filaments tu les mettras pas dedans et tu travailleras plutôt en direct avec une bobine déportée. Pourquoi? Parce que certains filaments sont tellement cassants quand ils sont techniques ou tellement mous avec certains filaments comme le TPU ou certains filaments très flexibles que tu ne pourras pas utiliser les CFS pour pouvoir envoyer le filament jusqu'à la tête. Alors pour ma part, est-ce qu'elle m'a convaincu? Oui, parce que je l'utilise quasiment tout le temps. Ça fait partie des imprimantes que je garde précieusement dans mon parc parce qu'elle est efficace. Après, c'est une histoire aussi d'appréciation, de budget, d'écosystème. Il y en a qui vont préférer l'écosystème de certaines marques par rapport à d'autres. C'est à toi de voir si ce type d'imprimante est nécessaire pour toi aussi. Est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir un système de chauffe en bas? Est-ce que tu fais souvent du filament technique? À toi de te poser ces questions-là. Est-ce que c'est un plus pour toi? Euh, donc tous ces points sont importants. Une imprimante aussi qui va embarquer aussi des systèmes de filtration avec du charbon actif, des choses comme ceci, c'est plutôt intéressant quand on fait aussi tous ces filaments techniques. Alors c'est plutôt intéressant dans tous les cas parce que quel que soit le filament, même si c'est du PLA, bah, faut pas se leurrer, il y a toujours des microparticules dans les filaments, donc c'est plutôt intéressant d'avoir un bon système de filtration. Mais toutes ces choses, avec un plateau un peu plus grand, avec de la technologie un peu différente, eh bien ça va faire monter les prix. Donc dis-toi que quasiment toutes les imprimantes du marché, on est plutôt sur du 250 sur 250, enfin 256 ou 250, et qu'aujourd'hui quasiment tous les fichiers que tu trouves sur internet sont prévus pour du 256. Ça veut dire qu'avec celle-ci, tu pourras bien entendu utiliser quasiment tous les sites qui mettent à disposition je vais pas y arriver, hein, qui mettent à disposition ces fichiers. Donc que ce soit sur le Creality Cloud, que ce soit sur MakerWorld, sur Printable, sur Cult, sur tous ces sites, eh bien quasiment tous les fichiers seront adaptés pour la K2 Pro. Dans les petites choses, pour être transparent, qui m'ont gêné un petit peu, c'est aussi au niveau du Wi-Fi. Alors, je ne sais pas si je suis un cas isolé, et néanmoins, enfin, j'ai même pas ouvert un ticket technique pour ça, c'est que mon Wi-Fi, par moment, il saute. Ça veut dire que je me retrouve devant mon ordinateur, je veux lui envoyer un print à faire, et puis il ne retrouve pas mon imprimante, donc il faut que je revienne ici pour pouvoir appuyer sur mon Wi-Fi, pour tout ça. Alors, pas forcément besoin de remettre mon code, mais de lui redonner mon Wi-Fi. Donc j'ai pas creusé plus que ça, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai rencontré en termes de difficulté. Et bien sûr ces belles paroles, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette K2 Pro. Je te laisserai un lien avec un petit code promo si tu souhaites l'acheter sur Geekbuilding. Il y a régulièrement des promos. Les prix peuvent évoluer au fil du temps. Alors des fois, le code peut être actif ou non actif. Je te laisse le placer dans les commentaires si un jour tu vois que le code ne te permet plus d'avoir la remise qui est là aujourd'hui. Et puis je regarde à nouveau ce que j'ai comme type de code et je ferai les mises à jour directement sur YouTube. Alors pour ma part, quand j'ai reçu cette K2 Pro, elle est venue avec tout un tas de filaments de la gamme Mecpo. Donc tu as vu, pourtant c'est un peu un concurrent. Alors c'est plutôt des spécialistes du laser à l'origine, mais en gros, hein, tu as des fabricants de filaments et après ils mettent un coup de tampon dessus. Donc ça, aujourd'hui c'est Mecpo et demain ça pourrait être une autre marque. Donc là c'était tout un tas de filaments en PETG. Je t'ai montré aussi des pièces comme celle-ci hein, que j'avais fait en PETG. Donc il existe des PETG dits multicolores. Allez, petit conseil,
achète-toi un petit extrudeur en plus, au cas où, si un jour tu as une petite difficulté, ben, tu ne prends pas la tête à devoir tout démonter, tu changes juste l'extrudeur. Pense à acheter des buses, ça c'est hyper important. Donc c'est important aussi, tu vois, quand il y a un écosystème et qu'il y a déjà les pièces détachées, donc celle-ci on avait déjà la K2+, qui existait, pense à acheter des buses en 0,2 si tu veux avoir plus de qualité lorsque tu fais tes impressions, à acheter aussi en 0,6. 0,6 ça va être important lorsque tu fais certains filaments techniques ou des fois certains TPU ou en tout cas tous les filaments qui sont chargés en particules, eh bien ça va éviter à ce que ta buse soit bouchée. Donc ça coûte vraiment pas grand chose, mais ça te permet d'éviter aussi bien des galères et surtout d'avoir une buse qui est adaptée à ton travail et à ton filament. Et bien voilà pour la présentation de cette Creality K2 Pro. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt les artistes.